Je suis Jean-Luc André, architecte à Nancy. Actuellement, je vais démarrer une maison individuelle à Saint-Christophe, justement, une autre. Mais le dernier chantier important que j'ai conçu ici, il y a la maquette dans l'entrée, c'est un immeuble à Verdun, arrondi au centre de Verdun. Ah, oui, tu vois, oui. avec, en proue sur la Meuse. En proue sur la Meuse, Okay, c'est moi qui ai fait ça. Avant, il y a eu les études. Oui. Les études à Nancy et à Paris, peut-être qu'on peut un peu en parler. Oui, alors, voilà. Déjà ici, nous sommes dans un lieu un peu célèbre à Nancy. Ce bureau, c'est celui qu'a occupé Émile André, mon grand-père, qui est venu s'installer ici en 1901. Voilà, 120 ans, 121 ans. On est où ici? On est où? Oui, vous voyez, on est place Stanislas, dans un des pavillons de la place Stanislas. Et l'agence occupe la moitié de cet étage, avec toute la section de dessin qui est au-dessus. Voilà, et donc Émile André est venu s'installer ici en 1901, et puis après il y a eu ses deux fils, Jacques, mon oncle, architecte, et mon père qui était ingénieur de l'école centrale, qui ont relié en même temps le concepteur et le technicien pour une belle complémentarité. Et puis après, à partir des années 70, justement, Claude Prouvé, le fils de Jean Prouvé, comme je l'ai dit tout de suite, est venu avec moi-même, donc on a été 4. Et puis après ça, Claude Prouvé et moi-même, jusque dans les années 2000. Et puis après ça, mon fils, Éric André, j'ai un deuxième fils qui est architecte du patrimoine, et Éric est associé avec Francis Moulet. Donc c'est une longue histoire d'architecte. Et précédemment, avant Émile, il y avait déjà eu 2 autres architectes qui n'étaient pas ici, mais c'était Charles André et François André, et quand on remonte plus loin, c'était des entrepreneurs de bâtiments. Donc on est vraiment dans le bâtiment depuis très longtemps. Voilà. Alors moi, je ne me suis pas trop posé de questions, parce que vivant dans ce milieu architectural, j'entendais tout le temps parler mon père, de ses projets, etc. Et naturellement, je ne me suis pas posé de problème. Je sais que les adolescents actuellement, moi j'ai connu le problème avec des neveux, etc. C'est toujours un problème quand on sort du bac, où va-t-on? Moi, il n'y a eu aucun problème. Je suis allé à l'école des Beaux-Arts de Nancy faire la préparatoire à l'époque. J'avais comme patron Michel Foliasson. Voilà. Et puis au bout de 2 ans, je suis parti à Paris et j'étais à l'atelier Zavaroni. Donc c'était un atelier qui était à l'intérieur de l'école, quai Malaquais. Oui, ce qu'on appelle les ateliers officiels. Voilà. C'était pas un atelier en dehors, mais un atelier officiel. Il y avait les Zavaroni, le Comte, etc. Voilà. C'était les grands ateliers dont le but était d'envoyer des élèves au prix de Rome. Voilà. Ce qui a été mon cas. Ce qui a été ton cas, voilà. Voilà. Je crois que tu nous racontes ça. Voilà. Mais pourquoi Zavaroni, pardon, pourquoi Zavaroni et pas le Maresquier ou dans les ateliers? Je ne sais plus très bien, mais c'est des relations. Je devais connaître 1 ou 2 étudiants, élèves à l'école d'archi qui avaient été là. Et voilà, je me suis retrouvé là. Alors Zavaroni, comme son nom l'indique, est italien. Il ne nous parlait pas tellement d'architecture contemporaine. Lui, c'était un homme de la sensibilité, de la poésie, de l'émotion. Et je me souviens, chaque fois qu'on lui montrait des projets, il prenait un certain temps, un recul. Et il fallait qu'on ait touché, il fallait vraiment qu'il ait ressenti une forte... Bon, ce n'était pas du tout un technicien. Et donc, il peut y avoir... Moi, je ne dirais pas que je regrette, ça a été une partie de ma formation. Alors, voilà. Et quand j'ai passé 4 ou 5 ans à l'atelier là-bas, j'étais très discret, personne ne me voyait trop, je ne suis pas très bavard, etc. Mais j'ai une certaine facilité de dessin. Il faut le dire, je dessine vite, et je dessine vrai, bien, tout de suite, etc. Et alors, il avait repéré ça, et puis il m'a dit, il va essayer de m'encourager pour aller au Prix de Rome. Alors effectivement, j'ai fait les 2 fois 12 heures, les 24, et aux 24 heures, j'ai été le 2e, donc j'ai été à Fontainebleau après pendant 36 jours, etc. Je n'ai pas été Grand Prix de Rome, mais j'ai participé. Voilà. Alors ça m'a laissé des souvenirs. Alors naturellement, 2 ans après, le Prix de Rome n'existait plus.
Mais ça m'avait, je pense, formé dans une espèce de rapidité dans le choix. Tout d'un coup, quand on a peu de temps dans ces épreuves qui durent 12 heures ou 24 heures, et elles ont une spécificité, pardon, c'est des loges, c'est-à-dire tu es enfermé, oui, c'est ça, non? On est enfermé. Donc oui, voilà. Alors les 12 heures, c'est 8 heures du matin à 8 heures du soir, les 24, c'est de 8 heures du matin à 8 heures le lendemain. On est tout seul, on a amené son café, ses sandwichs, etc. On travaille et on sait qu'on a un temps limité. Voilà. Bon. Et il faut produire quoi du coup? Alors il faut produire une esquisse qui est un format qui ferait, je dirais, 1 mètre par 70 à peu près. Ouais. Hein. Tout ça en l'espace de 12 heures, à l'encre de Chine, tiré bien, etc. Donc il faut se garder 4 ou 5 heures pour l'exécution, donc il faut avoir un temps de conception très rapide. Voilà. Donc moi, ça m'a effectivement un peu formé, et cette habitude-là, je l'ai gardée dans toute ma vie professionnelle, parce que moi, j'ai toujours été extrêmement rapide. Alors, et là, je vais faire allusion à une phrase que me disait toujours Claude Prouvé: méfie-toi de ta première idée, c'est souvent la bonne. Alors, c'est assez drôle de dire ça, parce que d'habitude, les architectes sont comme ça, on se méfie en disant mais non, mais on n'a pas réfléchi, c'est pas ça, etc. Et on passe son temps, et alors moi après, je me disais mais non, j'ai été trop vite, et je passais des jours et des semaines à me dire mais non, je remets ça en cause, il faut, voilà, etc., pour revenir en réalité à l'idée initiale. Hein. Donc c'est cette espèce de sensibilité rapide que Zavaroni m'a enseigné. Voilà ce que je voulais dire par là. Et c'est vrai que c'était un élément que l'école des Beaux-Arts, Julien Gadet, il mettait beaucoup en avant, l'intuition de la loge, qui fait qu'à un moment, on a une idée et on va vite. Et ce que tu dis, toi, c'est que finalement, professionnellement, ça t'a même été... Alors, professionnellement, effectivement, moi, j'ai gagné, c'est pas des concours, mais c'est des mises en concurrence, quelquefois. Où, si le jeudi, on me disait, tiens, il y a un programme qui est à faire, etc. Le lundi matin, j'arrivais avec une esquisse qui était déjà tout à fait explicite. Explicite. Intéressant, Et du coup, naturellement, je criais un peu tout le monde de vitesse. C'est arrivé plusieurs fois. On pourra le citer dans quelques projets. Voilà. Dont je me souviens bien. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, ta formation, c'est un bout à Nancy, dans l'école régionale. Et puis après, c'est quoi? C'est ta deuxième classe, et puis tu pars en première classe? Je pars en première classe à Paris. À Paris. Et alors, après ça, naturellement, j'ai continué. Pendant la première classe, j'ai été dans des agences à Paris. Alors, j'ai été dans plusieurs agences. J'ai été chez Andrew Para. Ah oui. Oui, j'ai été chez Foliasson, Binou Foliasson. Ah, d'accord. Et puis encore une troisième qui était Simon. Voilà. Et j'avais lu que chez Foliasson, tu avais fait un projet d'une tour, alors on a une tour à Buenos Aires. Ah, mais voilà, tout à fait. Oui. Il y avait une tour à Buenos Aires. La tour Peugeot, exactement. Alors, c'était une tour avec des surfaces gauches, 4 surfaces gauches, des paraboloïdes hyperboliques, qui formaient en plan mince une croix et qui se déformaient vers le bas, avec des murs rideaux. Si je repense à Zaha Hadid, c'est un projet qu'elle aurait fait 50 ans après. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Et ce projet a été classé 2e. Je pense que, naturellement, il fallait favoriser un peu le premier, qui était effectivement un projet d'un architecte local. Qui s'est construite finalement cette... Qui a été construite, mais c'était un immeuble qui faisait 250 mètres de haut. C'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Et tu as le souvenir de camarades, je réfléchissais, de camarades dans l'atelier Zavaroni, tu dis que tu étais discret, mais tu te rappelles de camarades de classe Oui, alors il y avait tout un groupe de Marseillais. Alors, ils étaient une quinzaine de Marseille. Alors, je ne sais plus trop leur nom. Il y avait Guy Daher, je ne sais plus trop. Mais ils formaient un groupe entre eux. Non, en tant que Nancéen, j'étais un petit peu isolé, effectivement. Non, il n'y avait pas de groupe là. Plus, tu dirais que tu avais plus de camarades dans le premier temps à Nancy ou avec des... Oui, non, pas... Non. En fait, peut-être qu'il y avait une vie à l'agence qui était déjà... tu étais très lié à l'agence. Donc, voilà. Parce que si je ne me trompe pas, à la même époque, chez Zavaroni,
il y a les gens qui vont arriver à l'école de Nancy. Sarfati. Sarfati, Alain Sarfati, je l'ai très bien connu. On était absolument contemporains à l'école. D'accord. Hein. Ouais, lui, il était parisien, Sarfati. Hein. Oui, d'accord. Ouais, hein, il ne venait pas du Midi. Non, mais Alain, je l'ai très très bien connu. Hein. Ouais. On a même été concurrents sur un projet à Nancy. Lequel? Qui est boulevard. Boulevard Lobo. Boulevard Lobo, oui, tu vois, à l'arrière du boulevard okay. Lobo. Hein. Là, j'avais fait un projet aussi. Voilà. Hein. Oui, parce que tout ça, c'est les purs produits de Zavaroni. Hein. Oui, tout à fait. Il y avait même Boudon aussi, Boudon, de chez Zavaroni, Boudon. En Burger. Donc, en Burger, c'était un gros atelier, enfin, qui marchait bien. Oui. Bon, et donc toi, tu arrives ici, et premier projet tout de suite, un bâtiment iconique. Et en réalité, c'est le premier programme que j'ai construit. J'étais tout jeune architecte, j'avais 30 ans tout juste. Je venais de m'installer à l'agence et mon père, qui était l'architecte en titre de la SNVB, maintenant CIC, avait la commande pour faire un nouvel immeuble. C'était le début de l'informatique, c'était dans les années 69-70. Et alors, pour mettre un ordinateur, il fallait des locaux absolument gigantesques, climatisés, etc. Et l'agence ici avait fait un projet, et comme je venais d'arriver à l'agence, mon père m'a dit, de ton côté, exerce-toi, fais un projet. Et alors, moi j'ai réfléchi dans mon coin, tout d'un coup j'ai eu une idée, parce que c'était un programme donc, avec un énorme centre informatique, des bureaux de chercheurs et la salle du conseil d'administration. Et il y avait déjà dans le programme un effet, je dirais, un peu structurel et pyramidal. Et ce qui m'a guidé. Et en plus, à l'époque, je regardais beaucoup les architectes israéliens qui faisaient des architectures proliférantes. Et j'ai eu l'idée de ne pas me baser sur l'orthogonalité, qui est l'enseignement majeur de l'architecture, mais sur un hexagone. Parce que pour proliférer, il n'y a rien de tel que l'hexagone. Et alors, je me souviens, j'avais fait découper une barre à boulons hexagonale, et j'ai fait une maquette en métal qui était grande comme ça, et qui était une pyramide d'hexagones. Et en réalité, le président de la SNVB a été très séduit par cette idée. Moi, tout jeune architecte, il a dit « Banco, allez-y, voilà un jeune qui arrive avec des idées, faites-le ». Et alors, ce projet, je l'ai conçu naturellement avec l'agence, mais en plus, j'avais la chance de connaître bien Jean Prouvé, puisque quand je suis arrivé ici à l'agence, j'ai été associé pendant 22 ans avec Claude Prouvé, fils de Jean Prouvé. Et donc lorsque Jean Prouvé revenait ici, puisqu'il avait quitté Nancy, le Studal, et qu'il revenait à Nancy tous les week-ends, plusieurs week-ends de suite, je suis allé le voir dans sa maison, sa célèbre maison sur la colline, classée monument historique. Et alors on discutait tout l'après-midi de ceci, de cela, et moi je lui ai demandé des conseils pour les façades. Et alors il a fait un concept de panneaux de façade fabriqué par la CIMT, qui était la compagnie industrielle de matériel de transport, qui était dans le Nord et qui construisait les rames de métro à Paris. Et c'est là qu'il a conçu le plus grand panneau qui ait jamais été fait, donc un panneau double coque en aluminium isolé par l'intérieur, et dont l'extérieur était avec une tôle en aluminium anodisé ton bronze. Alors il y avait naturellement dans le choix de ce ton bronze un peu l'idée de l'or pour une banque. Et alors ce bâtiment se situait à l'entrée de Nancy, tout en haut sur la colline. Il n'y avait pas encore l'autoroute. Et quand on arrivait de Paris, on arrivait là-haut, en haut de la côte, et le bâtiment se dessinait avec son sigle SNVB. Donc il y avait un caractère absolument extraordinaire au point de vue de l'impact commercial. Voilà. Et donc, petit à petit, tout s'est construit autour. Et puis, à l'époque, il n'y avait rien autour. Hein. Bon, il était tout seul. On arrivait en haut et on voyait ce bâtiment. Donc, voilà, c'est le premier souvenir. Et donc, j'ai commencé ma carrière avec un bâtiment absolument iconique. Iconique. Tu faisais ce geste-là
C'est quelque chose qu'on retrouve dans ton architecture, pas trop. J'ai l'impression que tu t'en... Non, non, c'est le seul projet qui est comme ça, mais qui reflétait absolument le programme. Ouais. Hein, parce qu'il y avait la direction en haut, les ingénieurs, et puis le service informatique. Naturellement, ça serait aujourd'hui, on ne ferait plus du tout un projet comme ça. Parce que là, à l'époque, pour faire un local de 100 mètres carrés, ça équivalait maintenant à faire ce qu'on fait pour un ordinateur. Hein. Je veux dire, pour la puissance informatique, il fallait que ça soit climatisé, etc. C'était énorme. Donc, bien sûr, au bout de... C'est pour ça que le bâtiment a été démoli, d'ailleurs, parce qu'il n'avait plus aucune raison d'exister avec ce programme-là. Mais ce que je regrette, c'est que ce programme, il permettait, justement, comme c'était une structure simplement avec des poteaux, et puis une cage d'escalier au milieu, de le diviser en plusieurs secteurs et puis de l'affecter à plusieurs entreprises. Hein, bon, voilà. Oui, le prix de Rome, enfin le sujet du prix de Rome, moi j'avais vu que c'était un centre de l'information. C'était où? Il y avait un lieu, non? Non. Alors c'est spécifique au prix de Rome. Hein. C'est jamais dans un contexte précis. D'accord. C'était des programmes qui étaient toujours à peu près les mêmes, hein, avec un certain nombre de salles, d'amphithéâtres, de 1000 places, de 500, de 300, un certain nombre de dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux, etc. Des grands programmes. En fait. Des grands programmes, voilà. Donc c'était des compositions très classiques. Hein. Et il y avait un parti, dans l'ensemble des concurrents, il y avait un parti qui se dégageait, qui était le même, ou c'était vraiment très varié comme réponse C'était très varié. C'était très varié. C'était très varié. Hein. Bon. Moi, j'avais fait en réalité une espèce de très grande place rectangulaire qui était complètement décollée du sol. Donc on pouvait circuler, parce que la ville passait à travers le programme. Et puis au milieu, il y avait un ou deux éléments qui sortaient, mais c'était quelque chose qui était assez aérien. Voilà ce que je voulais. Hein. Ton diplôme, c'est quelque temps après? Alors le diplôme, c'est quelque temps après, oui. Alors le diplôme, j'ai pris un sujet qui est typiquement lorrain. Voilà. C'est qu'il y a ici la colline de Sion. Tu vois ce fameux livre de Barrès, La colline inspirée. La colline inspirée de Maurice Barrès. La colline inspirée de Maurice Barrès. Et alors, cette colline, c'est un plateau, je dirais, c'est comme une assiette renversée sur le paysage lorrain, avec les horizons immenses. Et actuellement, il y a un centre de pèlerinage, avec une église néoclassique dessus. Qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'imaginais plutôt... Alors, j'ai fait abstraction de ça, j'ai gardé le site, et donc j'ai conçu une architecture en béton, un peu, je dirais, corbusienne, qui venait s'appuyer dans les collines, avec des grands voiles en béton, à l'intérieur desquels on organisait l'habitat pour les pèlerins, et au-dessus, une grande esplanade, avec, comme je dirais un peu au-dessus de la cité radieuse à Marseille, un certain nombre d'éléments, pour faire des grandes manifestations, des grands rassemblements de pèlerins, mais en plein paysage et complètement ouvert. Alors en dessous, il y avait une église fermée, mais le projet, c'était d'avoir quelque chose d'horizontal et qui soit vraiment dans le mouvement de la colline, sans mettre une verticale dessus. Voilà. Tu confondais la géographie et l'architecture. Tu venais te fondre dans la... J'ai vu une image de ce... Et alors, petite anecdote sur ce programme-là, sur ce diplôme, je ne l'ai pas dessiné au thé et à l'équerre. J'ai tout fait au pinceau, avec un tout petit pinceau et de l'encre de Chine. Et j'ai dessiné au pinceau, comme ça, tout mon projet. Donc c'est des grands panneaux. Et quand je suis arrivé à l'atelier à Paris, j'ai fait ça à Nancy, puis j'ai amené le diplôme à Paris, et quand Zavaroni a vu ça, il m'a dit « Mon Dieu, mais on n'a jamais rendu un diplôme au pinceau directement comme ça ». Donc on a mis ça à la Melpo, la salle melpomène. Alors il tendait un peu le dos, et tous ses confrères, puisque le jury a dit « Oh là là, mais quelle audace celui-là !» Alors franchement, et alors le rendu était, bon, effectivement très explicite. Et en ressortant, il m'a dit, vous avez bien fait, parce que ça en a foutu plein la gueule à tout le monde. Pour ma curiosité personnelle, c'est quelque chose qu'on défendait, qu'on soutenait soi-même,
Quand on faisait un non, diplôme, non, pas du tout. Non. tu rendais le diplôme Non, ça, non. et tu n'avais pas l'occasion de les défendre. Alors ça c'est... Enfin, j'espère qu'on a changé, que les étudiants peuvent défendre leurs projets. Ouais. Et pourquoi ça te semble important Non, mais ça me semble extrêmement important. D'ailleurs, si je rappelle, quand on avait les corrections à l'atelier avec Zavaroni, il était là à une table, il y avait 50 étudiants autour, et chacun passait un tour de rôle, mettait son projet sur la table, et exposait à tout le monde, voilà, mon idée, c'est ça, etc. La façon, ça c'est extrêmement important. La communication que l'architecte peut avoir après avec son client pour essayer de le persuader que c'est un bon projet. Par exemple, moi j'ai eu un exemple absolument typique, c'est un architecte à Nancy qui s'appelait Dominique Louis. Oui. Voilà. Bon, Dominique Louis, il était absolument extraordinaire parce qu'il pouvait arriver avec des projets qui étaient invraisemblables, mais il avait telle persuasion que finalement, tout le monde le suivait et il entraînait les gens derrière lui. Donc, le fait de pouvoir défendre soi-même et d'exposer son sujet me paraît absolument capital. Oui, il ne faut pas juste les dessins, il faut aussi la parole. Voilà, la parole est importante. Sur les les années de ta formation, j'ai compté, tu as eu 10 médailles. Alors à l'époque, c'était quelque chose. Voilà. Bon. Ça veut dire que chaque année, quand même, tu avais une récompense, tu progressais. Faut le dire. Alors donc, après l'école, je suis allé faire un an de service militaire en coopération au Cameroun, où j'ai travaillé aussi avec des architectes locaux, etc. Et puis je suis revenu à Nancy. Et très rapidement, à l'époque, ici dans l'agence, on devait être à peu près une quinzaine de salariés, ce qui est quand même une grosse agence. C'était l'une des grosses, ou peut-être la plus grosse agence de Nancy. Donc avec Claude Prouvé, ça c'était justement dans les années 69-70. Et 5 ans après, mon père est mort. Jacques André commençait à prendre ses distances. Et je me suis retrouvé, à l'âge de 35 ans, avec une équipe ici de 14 ou 15 salariés, avec Claude Prouvé, et je dis 2 mots de Claude Prouvé, mon cousin par alliance qui était ici, mais qui avait une double fonction. Il était architecte avec un talent et un dessinateur absolument extraordinaire, mais en plus il était peintre, et il quittait l'agence tous les jours à 17h, et il allait travailler chez lui jusqu'à minuit toute la soirée. Il faisait des dessins, des peintures, il a fait une œuvre extraordinaire. Donc en réalité, moi j'assumais ici à peu près toutes les fonctions, c'est-à-dire que je m'occupais des finances, des commandes, des impôts, des clients, de la conception, des chantiers, enfin j'avais tout mélangé. Je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur du tout, qu'on dessinait tout sur une planche, au Théographos, etc. D'ailleurs moi je ne sais pas me servir d'un ordinateur, j'ai toujours dessiné à la main, c'est un autre sujet. Bon, voilà. Et donc, en réalité, j'ai été un peu contraint par tout d'un coup cette charge absolument énorme, qui m'a peut-être empêché d'aller un peu à l'extérieur de Nancy, parce qu'il fallait... J'aurais pu dire, allez, on balaye tout, on recommence avec des nouveaux. Non, je suis parti avec l'équipe qui existait. Et voilà. Donc j'ai fait une carrière essentiellement en Lorraine, essentiellement en Seine d'ailleurs. J'ai travaillé un peu naturellement dans la Meuse, à Bar-le-Duc, à Toul, à Verdun, etc. À Verdun, on parlait d'un de tes derniers chantiers, Verdun. Oui, alors deux réalisations à Verdun. Il y a eu le pôle mère et enfant. Au bord de la Meuse. C'est un bâtiment qui est aussi sur pilotis pour éviter, parce que la Meuse déborde de temps en temps. Et puis un autre chantier, alors celui-là c'est le dernier, qui est au centre de Verdun, au confluent de la Meuse et puis d'un petit bras qui arrive, et c'est un bâtiment qui est revêtu en inox poli, arrondi comme ça au-dessus de la Meuse. C'est un immeuble de logement. Là. Voilà. Donc en fait, toi, tu arrives à la tête d'une entreprise, tu l'as rappelé, l'agence André et André Prouvé, vraiment dans une situation de chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de l'ensemble. Vraisemblablement, le fait que tu saches faire des esquisses assez rapides, en fait, que tu aies les idées assez claires sur la production architecturale, va aider, parce que
tu perds pas non plus trop de temps enfin, tu es capable de produire une réponse et après ça, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment, après, comment tu amènes de l'idée, comment tu amènes ton travail de l'idée jusqu'au chantier. Parce que entre l'esquisse, tu as dit une esquisse explicite, c'est intéressant comme terme, hein. Il faut arriver à dessiner vite une réponse objective, enfin une réponse recevable, explicite, mais en même temps, à un moment, il faut l'amener jusqu'au chantier, aux artisans. Et là, comment tu as mené ça, qui est quand même une partie aussi riche du travail d'architecte? Alors auparavant, je pense qu'il faudrait dire un mot des architectes qui m'ont influencé. Oui. Oui, parce que ça c'est quand même le point de départ. Et à la même époque, en 1970, quand on construisait ce bâtiment de la SNVB en pyramide, je construisais ma maison personnelle à l'Est Saint-Christophe, à une dizaine de kilomètres d'ici. Et comme je voyais Jean Prouvé pendant le samedi, 3 ou 4 fois, j'ai été très impressionné par la maison dans laquelle il habite, maison qui est classée monument historique, qui est bien connue, qui est faite avec des panneaux Rousseau qui sont cintrés, arrondis, sur une structure métallique et qui a fortement influencé ma maison. Alors ça, Jean Prouvé, naturellement, ça a été pour moi quelque chose de tout à fait important dans la ligne directe de l'école de Nancy et de la nature. Et alors là, une petite chose, on sait très bien que par exemple les structures de Jean Prouvé ne sont jamais tubulaires ou droites comme ça, mais elles sont déclinantes, parce qu'il se basait un petit peu sur effectivement comment un arbre se développe, une branche. Eh ben, au départ du tronc, elle a une certaine section, et puis plus on s'y éloigne, plus elle s'affine, pour que la section soit en rapport avec les efforts à ce moment-là. Donc le but, c'est d'utiliser le minimum de matière quand on fait un projet. Alors ça a été vraiment ce qui a fait la recherche de Jean Prouvé tout le temps. Bon. Alors ça c'est quelque chose qui me paraît important. Maintenant, il y avait d'autres architectes. À l'époque, bien sûr, Renzo Piano, pour moi, qui est un des grands architectes. Qui démarrait sa carrière, non? Il démarrait sa carrière. Oui. Toi, et d'ailleurs, le fils de Claude Prouvé, mon petit-neveu, travaillait chez Renzo Piano. Bon. À l'époque, quand j'ai construit ma maison, moi j'ai été aussi tout à fait influencé par l'architecture de la côte ouest des États-Unis. D'accord. Et en particulier Richard Neutra. Alors là, il y avait 3 grands principes sur ce genre d'architecture. C'est déjà d'utiliser des matériaux naturels. Le bois, le métal, le béton, le textile. Même la pierre, on la trouve dans ta maison. Dans ma maison, on retrouve de la pierre. Mais jamais de plâtre, de panneaux remis par-dessus, de papier peint, etc. Donc c'est vraiment l'exaltation du matériau brut. Une deuxième caractéristique, c'est le rapport avec la nature, avec l'environnement. Donc la maison s'ouvre très largement sur la nature directement. Naturellement, c'est pour des maisons individuelles, ça je dis pas. Bon, voilà. Bon. Et puis la troisième chose, c'était de pouvoir libérer l'espace intérieur pour qu'il soit mobile en fonction de l'utilisation. Donc c'est toujours une structure avec des poteaux métalliques très fins et dont on puisse modifier l'usage en fonction de la modification de la famille, de l'évolution ou des bureaux, ou ceci. Donc c'est les 3 grands principes qui m'ont guidé au départ. Et puis alors, il y a eu d'autres architectes, d'ailleurs il y en a 2 qui sont venus ici. Norman Foster est venu dans ce bureau. Là, on était sur une table de Foster, là, tout à l'heure, dans une autre salle de réunion. Oui, voilà, il y a la table de réunion. Et d'ailleurs, dans cette salle de réunion, juste à côté de chez nous, donc Norman Foster est venu ici, à une époque où... Alors, il connaissait bien Jean Prouvé, on peut se dire pourquoi il est venu à Nancy. Il connaissait bien Jean Prouvé, il avait beaucoup d'admiration pour lui, réciproque d'ailleurs. Et il y avait un programme qui était... l'hôtel départemental qu'il fallait reconstruire. Et le premier terrain qui avait été choisi était à côté de l'école d'architecture actuellement, le long du port du canal à l'est de Nancy. Et Norman Foster est venu ici, et puis on a été voir le terrain, etc. Et il a délégué 3 personnes de son agence qui sont venues s'installer pendant 2 mois dans le bureau d'à côté pour faire le rendu du concours.
Voilà. Donc, ils correspondaient, on les voyait travailler, on a vu, bon, Norman Foster, alors le jour où il est venu, Norman Foster pilotait un avion, il est arrivé en avion, il est reparti avec son avion personnel. D'accord. Hein, bon. Ouais. Alors, c'était quelqu'un d'extrêmement rapide, sympathique, etc. On a eu un très bon contact. Malheureusement, le projet ne s'est pas fait parce qu'avant le jury, l'administration a changé de terrain et tout d'un coup, ils se sont dit qu'il valait mieux le faire sur le site de l'ancien hôpital militaire, en face de l'Ancithermal, où il est actuellement. C'est la fin des années 80 ? Voilà, 90, c'est un peu ça. Oui, je dirais, oui, 83, 85, quelque chose comme ça. Puis quelques temps après, peut-être 1 ou 2 ans, il y a Richard Rogers qui est venu aussi pour un autre projet dans le même secteur. D'accord. Hein. Bon. Et donc, bon, alors effectivement, ce n'est pas pour Jean-Luc André qui venait, mais c'est parce qu'il avait eu des contacts. C'est un projet qui l'intéressait, je ne sais plus exactement ce que c'était. Il n'y a pas eu de suite non plus. Mais il est venu à l'agence, et alors il était très pressé, il voulait voir Nancy en 3 heures, il a fallu tout lui montrer le terrain, comme ça, il courait partout. C'était un type très exubérant, etc. C'est des gens qui t'ont aussi influencé dans ton travail ? Eh ben, moi, j'ai été beaucoup influencé effectivement par les architectes anglais. Et un de mes architectes préférés, encore maintenant, c'est David Chipperfield. Parce que ça représente pour moi une règle, une logique, un équilibre, une vérité. D'accord. Hein, qui est tout à fait opposé. Alors, par exemple, je citais Zaha Hadid tout à l'heure, qui est une architecte qui était britannique aussi, ou Gehry, avec les bâtiments qu'on connaît bien, comme la Fondation Vuitton à Paris, qui pour moi sont des architectures un peu de décor. Si je prends par exemple le centre à Paris de Gehry, la quantité d'acier faite pour ce bâtiment, etc., c'est exactement à l'opposé de ce que j'aurais fait Jean Prouvé. Et alors pour moi, c'est une architecture de décor, alors que moi, je préfère les choses qui sont pour moi un peu intemporelles, et que Chipperfield, je vois tous ces projets, il y a une rigueur, voilà. Et c'est intéressant ce rapport à l'Angleterre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient aussi de l'école Art Nouveau, de Mackintosh, des gens comme ça? Qui sont des gens qui ont quand même un rapport à la construction, à une esthétique de la construction, si je puis dire, une esthétique de la structure? Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu trouves chez les Anglais, c'est ça? Non, pas vraiment. Moi, je le vois plutôt en rapport avec ce que faisait effectivement Jean Prouvé, parce que c'est une sorte de simplicité, de vérité, de vérité structurelle. De vérité structurelle. Oui, on ne cache rien, on montre tout. D'accord. Chez moi, par exemple, la structure métallique, les poteaux, les poutres, tout est apparent, les boulons, tout. Voilà. Et alors, quand on passe du coup du dessin jusqu'au chantier, tu peux nous parler un petit peu de ça, l'architecte sur le chantier, l'architecte en lien avec les artisans, c'est... Ah oui, alors ça, les choses ont beaucoup évolué, effectivement, depuis, on remonte à vos années 70. Et à l'époque, ici, comme je le disais tout à l'heure, on dessinait au théâtre Lecker, etc. Bon, il y avait un rapport continu entre la conception et le chantier jusqu'au bout. L'architecte était présent à tous les stades vraiment de la construction. Ce qui existe beaucoup moins, je vois bien ce qui se passe maintenant, où très souvent les missions de chantier maintenant sont confiées à d'autres organismes et l'architecte n'a plus vraiment la maîtrise jusqu'au bout. Moi, j'ai passé la moitié de mon temps sur les chantiers, des réunions de chantier. Et vraiment sur le détail et les réceptions, la qualité, le choix des matériaux. On passait énormément de temps à ça. Voilà. Et ça permettait ça continuait à évoluer pendant le chantier, enfin, oui, tu adaptais oui, bien sûr, on adaptait. Bon. Les réunions de chantier, par exemple, où on avait 12 ou 15 entrepreneurs autour d'une table, ça constituait des rassemblements qui étaient tout à fait intéressants et qui étaient très positifs au point de vue, parce que les gens amenaient des idées, chacun, l'entrepreneur. L'architecte n'est pas tout seul à commander. L'entreprise, il sait comment les choses se construisent beaucoup mieux que nous.
Et il disait non, ça c'est trop compliqué, moi je vous propose de régler cette jonction de cette façon, etc. Donc c'était un travail collectif, beaucoup plus que maintenant, où souvent on arrive après coup sur le chantier, on voit que bon, j'avais eu l'idée de faire ça, on a fait autrement, mais pourquoi vous m'en avez pas parlé? On aurait trouvé ensemble une solution, donc vous avez cru bien faire, mais ce n'est pas du tout mon idée, quoi. Et je pense que c'est un travail d'équipe, un chantier, et l'architecte doit être présent de la conception jusque vraiment la réception jusqu'au bout et tout le temps. Mais là, tu dis, tu as passé la moitié de ta vie sur le chantier, ça veut dire que c'était un temps d'investissement, enfin, fort. Enfin, oui, alors j'étais pas tout seul. Hein. Ici, il y avait peut-être 2 ou 3 conducteurs de chantier. Hein, moi, je passe. Alors Claude Prouvé aussi, on était 2. Vous aviez chacun vos chantiers. On avait chacun nos chantiers. Par exemple, le Tripostal, c'était Claude Prouvé. La SNVB, c'était moi. Claude Prouvé a fait beaucoup d'autres chantiers. On travaillait l'un en face de l'autre. On s'entendait très bien. On s'échangeait. Dans ce bureau non, on était à l'étage du dessus. Et puis après, lui est resté là-haut et moi je suis descendu ici. Oui, voilà, bon. Voilà, mais bon. Mais là aussi, c'était quelque chose de très positif au point de vue de la conception. Cet échange qu'on peut avoir. Oui, puis c'est souvent cette idée que l'architecte amène la fiction du dessin jusqu'à la réalité du chantier. On a tendance en effet à l'oublier un peu. Peut-être, comme tu l'as dit, c'est-à-dire le monde aujourd'hui n'est pas pareil. Hein, on délègue le pilotage du chantier à quelqu'un d'autre. Mais je trouve que ce que tu expliques bien, ce passage de la fiction à la réalité, c'est-à-dire sur le chantier, il y a un autre projet enfin, c'est pas un autre projet, mais le projet continue sur le chantier. Le projet continue, c'est ça. Oui, il évolue, et même avec une équipe, tu parles d'une équipe plus grande. Enfin, il y a pratiquement plus de monde pour réaliser que de monde pour concevoir. Oui. Voilà. Et ça t'a apporté des satisfactions ou peut-être même, je sais pas, des anecdotes ou des regrets ou un moment, des choses qui... Non, j'ai pas spécialement d'anecdotes. C'était une vie qui était extrêmement prenante parce que naturellement, on ne faisait pas 35 heures par semaine. C'était quelque chose d'extrêmement lourd. Et puis, il faut dire que maintenant, l'informatique permet de modifier un projet extrêmement rapidement. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué quand il fallait modifier une série de plans. Bon, quand au résultat de l'appel d'offres, on disait ben non, il faut réduire de 5 ou 10% le projet, on reprenait tout, c'était extrêmement long. Donc il y avait des réunions, et dans les bureaux où nous sommes, il y avait des réunions de chantier, mais 1 ou 2 fois par jour avec beaucoup d'entreprises, etc. Il y avait une vie beaucoup plus associative avec tous les éléments, les personnes qui travaillaient que maintenant, je trouve. Voilà. Mais toi qui as connu le système, justement, déjà le système avant la réforme de 68 et en plus avant l'informatique, est-ce que tu dirais qu'il y avait du coup une concentration plus importante quand on produisait l'esquisse? Ça rejoindrait un peu ce que tu disais, j'avais une capacité à me concentrer, à vite produire une esquisse. Est-ce que ce système-là permettait justement d'être concentré plus qu'aujourd'hui? Oui, je crois. L'architecte peut aussi proposer des projets. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit des commandes, mais qui va créer. Bon, moi, je me souviens qu'avec Claude Prouvé, par exemple, on a fait un certain nombre de propositions sur l'évolution de Nancy, le quartier de la Gare, par exemple, ou le quartier, le bas de Nancy, jusqu'au côté du canal et de l'Est, là-bas. Et que des projets comme, par exemple, les balcons de Velcher, qui est aussi un de mes projets auxquels je suis content d'avoir réalisé, qui est situé à Malzéville, de l'autre côté de la Meurthe. Et c'était une ancienne carrière de pierre, dont les pierres ont servi d'ailleurs en partie à la construction de la place Stanislas. Donc il y avait un grand trou d'une carrière comme ça dans une colline. Et il y avait une entreprise de gros œuvres qui s'appelait l'entreprise Gannet à l'époque, qui s'en servait pour son dépôt de matériel. Et puis à un moment, ils ont émigré à l'extérieur de Nancy. Et c'est un endroit qui s'appelle la Côte-Rôtie. D'accord. Parce que c'est exposé sud-ouest, un peu en amont de Nancy, au-dessus de la rivière, entouré de forêts. C'est un endroit extraordinaire.
Et quand ils sont partis, je me suis dit, mais voilà un endroit pour faire des logements absolument magiques. Ouais. Alors, sans qu'on me demande absolument rien, j'ai fait une esquisse. Je crois qu'il y avait environ 180 logements. 186. 186, merci. Voilà. Et j'ai fait un projet qui s'établissait dans une grande courbe, comme la carrière elle-même, avec une place centrale. Ouais. J'ai toujours mis une autre caractéristique, dans tous mes projets, il y a toujours une fontaine. Parce que l'eau, pour moi, c'est la vie. Et au milieu de tous mes projets, il y avait toujours une fontaine avec de l'eau qui coulait. C'est un petit détail, c'est un peu personnel, mais c'est comme ça. Et alors là, j'ai fait cette esquisse-là. Mon père était encore là à l'époque. Et on est allé voir le directeur des HLM de l'Est, qui est maintenant Bâtigère, en lui disant, écoutez, vous cherchez des emplacements pour faire des logements sociaux qui soient très agréables. Là, il y a un terrain extraordinaire et voilà ce qu'on pourrait faire. Et alors, il a été absolument séduit tout de suite en disant, on va aller voir le terrain. Et le projet est démarré comme ça. Donc, en réalité, c'est une idée qui vient de l'architecte. Oui. Hein? C'est intéressant, tu dis qu'il cherchait, c'est-à-dire à l'époque, il y avait une envie de faire des logements, c'était un sujet Oui, à l'époque, on cherchait effectivement beaucoup d'emplacements pour faire du logement social. Mais on est après le Haut-du-Lièvre. On est après le Haut-du-Lièvre, oui. Alors du coup, c'est un peu la mentalité est différente, on cherche à faire quelque chose de différent. On cherche à faire des logements qui soient déjà un peu plus agréables pour les habitants. Oui. Par exemple, dans ce projet des balcons de Velchy. Pardon, c'est 78, hein, le balcon de Velchy. 78-80. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Okay. Donc, par exemple, on n'a pas l'impression de rentrer dans un immeuble avec une cage d'escalier, un ascenseur. Ouais. Toute la distribution se fait par l'intérieur, côté nord, avec des coursives. Et les appartements sont complètement traversants, donc chacun a l'impression d'avoir un appartement presque comme une maison. Une maison. Ouais. Et du côté sud, il y a toujours une véranda. Parce que là, alors, en 78-80, on avait fait un projet qui maintenant serait tout à fait reconnu pour ses qualités environnementales. Parce qu'on a fait travailler l'école des mines. L'école des mines. Pour trouver des moyens de chauffage qui mêlaient en même temps les panneaux solaires, l'air introduit, réchauffé à l'intérieur des vérandas par la VNC, du chauffage électrique, du chauffage par le sol, et puis je ne sais plus quoi. Il y avait 5 systèmes de chauffage qui ont été un peu répartis partout, et l'école des mines devait faire des comparaisons de coûts d'entretien et d'utilisation d'énergie. Parce qu'on est après 73, après le premier choc pétrolier. Hein. Mais comme tout le monde sait, tout le monde s'est un petit peu relâché rapidement parce que de nouveau on a trouvé du pétrole. Donc les résultats n'ont pas été on ne s'en est pas trop servi. Et récemment, il y a environ une vingtaine d'années, je crois que c'est dans les années 2005-2007, quelque chose comme ça, on a fait une nouvelle phase d'amélioration en abandonnant quelques systèmes. Et le projet, de nouveau, a été classé, etc., pour son utilisation d'énergie. Oui, parce qu'à l'époque, ce projet qui était devenu une réalité, parce qu'il était construit, il avait été labellisé par le ministère de l'Équipement, qui avait dit que c'était une construction bioclimatique exemplaire. Et aussi en relation à l'environnement, je crois qu'ils avaient sur ces... Oui, alors effectivement, c'est un projet qui est complètement isolé, avec une place ronde au milieu. Autour de la fontaine, c'était un endroit où les gens se retrouvaient. Il y avait vraiment un esprit de quartier, avec les enfants qui jouaient au milieu, et qui mêlait en même temps l'habitat, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de niveaux, qui est fait avec des couleurs, c'est tout rouge. Hein, on le voit sur les photos, c'est pas commun, donc c'est du béton laqué, avec les vérandas.
Et puis en même temps, il y a des maisons qui sont carrément des maisons individuelles avec leur garage propre. Oui. Hein, il n'y a pas de parking souterrain, rien du tout. Mais si, il y a un petit parking souterrain. Si, voilà. Et ça, à l'époque, c'est quelque chose qui est un peu innovant dans le Ah, paysage. Oui, c'est tout à fait innovant. Pas, par rapport naturellement à ce qu'on faisait à la ZUP de Vendeuvre, au Haut du Lièvre, etc. C'est quelque chose de complètement différent. Et déjà à Mouzin-Pré, parce que tu as fait aussi des logements à Mouzin-Pré, un peu avant, tu avais déjà un peu cette idée de... Non, pas vraiment, parce qu'à Mouzin-Pré, effectivement, c'est des bâtiments beaucoup plus classiques, rectangulaires, avec la cage d'escalier au centre, 4 appartements par niveau ou 6. Il y avait simplement une école maternelle tout en bois, avec des panneaux Rousseau, là aussi. Mais tu avais quand même cette phrase, je l'ai lu dans une lettre que tu as écrite quand tu étais à Yaoundé, où tu dis il est important de produire une architecture qui permette de briser la continuité de la ligne horizontale de faîtage. Ah oui. Et à Mouzin-Pré, dans le plan masse en tout cas, on voit que tu travailles comme ça sur la diversité des épanelages. Oui, tout à fait. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est de retrouver dans l'architecture, d'ailleurs à Nancy, on est bien placé pour ça, qu'il y ait des ensembles architecturaux qui soient homogènes et qui s'incorporent à la ville. Hein. Alors même s'il y a des hauteurs différentes, mais par exemple, tu cites Mouzin-Pré, l'ensemble forme une espèce de grande place qui a son unité propre et qui forme un quartier qui se tient lui-même. Complètement. Et cette notion de quartier, tu l'utilises souvent, donc c'est quelque chose qui était un sujet à l'époque, arriver à produire du logement qui fasse quartier, qui fasse village, qui permette à un groupe. Tu avais fait aussi ce projet parce que tu as dit, à cette époque-là, on faisait des propositions, on n'attendait pas qu'on nous fasse une commande. Et il y a aussi cette proposition à Fléville. Oui, alors oui, il y a, à Fléville, effectivement, il y a un ensemble de logements sociaux aussi, mais qui sont à proximité immédiate du village de Fléville. Qui ne vont pas se réaliser, les 300 logements de Fléville, ton projet des 300 logements de Fléville. Ah si, il y en a. Alors, il y a eu deux. Il y en a eu un qui était fait avec 6 ou 7 petits bâtiments qui faisaient 3 ou 4 niveaux. Mais il y a eu un autre projet, un petit peu plus loin, et qui en réalité faisait des immenses toitures qui se décrochaient. Et c'est quelque chose qui était assez gigantesque. Et donc, avec un effet décroissant, mais sur, 200 mètres de long, avec des immeubles décrochés, mais qui formaient une unité globale. Voilà. Un peu comme avec des commerces au rez-de-chaussée. D'accord. Donc c'est un peu cette idée d'arriver à faire du logement collectif tout en ayant le sentiment d'être dans son habitat individuel. Et puis moi, ce qui m'importe, c'est qu'à proximité du village de Fléville, il fallait que ça fasse une unité. Cette histoire des toitures dont je viens de parler, c'est quelque chose qui a été parfaitement adopté par toute la population. Voilà. Un autre sujet qui m'a beaucoup passionné aussi, c'est de réhabiliter des bâtiments, quelquefois des bâtiments industriels, comme par exemple le château d'eau de Vendeuvre. Le château d'eau de Vendeuvre, qui a été construit dans les années 1860, quelque chose comme ça, peut-être 70, qui est un bâtiment tronconique, avec une cuve en haut de 1000 mètres cubes. En briques et pierre. En briques et pierre, qui avait été très reconnu, qui faisait vraiment partie du paysage urbain. Et puis qui était abandonné depuis des années. Et toujours la même société, HLM de l'Est, avec qui on a beaucoup travaillé, maintenant bâtigère. Monsieur Schwartz. A eu l'idée de Alors, beaucoup de gens s'étaient cassé la figure là-dessus en voulant le réutiliser, faire un musée sur l'eau, un restaurant. Ça n'avait jamais abouti. Et puis, tout d'un coup, ils nous ont dit regardez ce qu'on peut faire. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que... Alors, c'est moi qui me suis occupé de ce projet. Le diamètre du fût faisait 13 mètres, avec une cage d'escalier au centre. Et il y avait exactement, je dirais quasiment au centimètre près, la place de faire... soit par niveau rond, comme ça, 2 logements de 3 pièces, soit 4 duplex. Et l'écartement des poutres permettait de passer l'ascenseur.
Et alors, c'était vraiment extraordinaire. Alors, ce bâtiment, il était vide. C'était vraiment un décor, sauf la cuve. Oui, Hein. oui, oui. Et alors, on a refait des panneaux de façade, on a tout démonté en laissant. Alors, c'était le procédé NBIC en béton. À l'époque, on avait beaucoup parlé de ce bâtiment. Et c'était l'entreprise France Lanor et Bichaton qui avait construit ça. Et ils avaient expérimenté à l'époque une grue qui était en bois, une grue qui faisait 35 mètres de haut. Oui. Et tout Nancy venait regarder ça, donc c'était un bâtiment très célèbre. D'accord. Et alors on a construit ça, je crois qu'on a fait 18 logements, quelque chose comme ça. Et donc c'est du logement social, et actuellement, j'ai encore vu récemment des gens qui sont venus dès le départ, qui habitent toujours là. Alors au départ, ils habitaient en bas, et puis chaque fois qu'un logement un peu plus haut se libérait, ben, ils demandaient à monter. Et les gens, en réalité, pour du logement social, les gens étaient... bon, pour eux, ils habitaient au château, quoi. Hein. Malgré tous les inconvénients, parce que les murs sont inclinés, et puis parce qu'il n'y a aucun angle droit à l'intérieur, donc voilà. Et si on revient un peu sur les balcons de Velcher, qui sont un des édifices qui est labellisé architecture contemporaine remarquable dans ton œuvre, donc ça procède d'une proposition, hein, c'est l'architecte qui fait partie de la société et qui dit tiens j'ai une idée, je la propose et si elle vous intéresse. Après la construction, comment s'est passée la construction? C'était parce que l'esquisse c'était évident. La construction, ça a été complexe, c'est plutôt béton, j'ai vu. C'est béton, oui. Plutôt des voiles de béton, comme ça. Ce sont des voiles de béton mis effectivement comme un éventail. Oui, c'est un accordéon même, parce que tous les logements ne sont jamais comme ça, ils sont ouverts comme ça. Ils sont tous ouverts vers le sud. Alors ça dépend, parce qu'avec la courbe et contre-courbe, mais chacun a effectivement une véranda et un balcon. Et à l'arrière, une coursive de distribution. Les ascenseurs sont complètement à l'extérieur. Voilà. Non, la construction s'est bien passée. La construction s'est très bien passée, mais parfaitement, oui. Tu as eu l'occasion d'avoir des témoignages des habitants c'est du logement social, hein, oui, mais les gens étaient effectivement ravis, parce qu'en plus, il n'y a pas de circulation, c'est quelque chose qui est en dehors. À Malzéville, c'est tout près des commerces, mais c'est un endroit à l'intérieur qui est très calme, qui est très bien exposé, très ensoleillé, avec une grande place pour les jeux au milieu. Voilà. Ouais. Encore une fois, c'est cette idée d'habitat intermédiaire à l'époque, hein, où on passe du modèle du Haut-du-Lièvre avec les barres de Zerfus à des unités plus... Oui, ce qui me paraît important, c'est que chacun puisse de l'extérieur individualiser son logement et se dire « moi, j'habite là ». Ce qui, dans les grands ensembles, est quelque chose que moi je ne supporterais pas. De me dire j'habite au 7e étage, mais je ne sais pas où je suis, c'est dans un ascenseur, il faut que je passe dans un tuyau, etc. Tandis que là, on y va à pied. Hein, bon, alors j'ai fait d'autres projets comme ça. Mais je voudrais aussi évoquer, j'ai pas travaillé toujours tout seul, j'ai travaillé avec d'autres architectes à Nancy, en particulier avec Laurent Baudouin. Oui. Avec Laurent Baudouin, on a fait 2 projets. Le premier, c'était l'Institut commercial, derrière la manufacture des tabacs, un bâtiment qui vient d'être réhabilité récemment, avec encore un très beau bâtiment. Et puis le deuxième projet, c'était l'extension du musée des Beaux-Arts, juste à côté. Juste à côté. Oui, alors ça, c'était en 92-93. Le bâtiment, on l'a livré seulement en 99, parce qu'il y a des fouilles, on a retrouvé les bastions, etc. Donc ça, c'est pour moi quelque chose... Alors Eric, déjà, nous accompagnait à l'époque, et ça a été quelque chose de très enrichissant. Tu as dit, on a retrouvé... Enfin, le chantier a duré parce qu'on a découvert des choses. Alors ça m'intéresse de savoir comment, à ce moment-là, l'architecte qui a une idée... arrive à faire bouger son idée pour absorber ces nouvelles données. Le programme, c'était un concours international. Le programme avait oublié de mentionner qu'il y avait sous le jardin des anciennes fortifications de Nancy. Bon. Et la première chose qu'on a faite avec Laurent Baudouin, c'est d'aller au musée Lorrain, de chercher tous les anciens documents. On avait qu'il y avait un bastion, le bastion d'Aussonville, qui était là, qui avait été complètement décapité et enterré. Et il restait encore des murailles inclinées en briques et pierres qui étaient complètement enterrées.
on s'est dit, c'est quand même quelque chose de tout à fait important. Et on a bâti notre projet autour de ça. Alors, actuellement, le jardin repasse par-dessus, mais on a tout évidé. Donc, il y a eu des fouilles qui ont duré 2 ans. On a retrouvé des tas de choses, hein, parce qu'on était à l'extérieur de la vieille ville. Ouais, ouais. Donc, et ce bastion, on l'a mis en valeur, un peu comme ce qui a été fait au Louvre dans la cour carrée. Tout à fait. Hein. Ouais. Et à l'extérieur du bastion, on a constitué le musée des Véridomes, ouais, avec cette collection absolument extraordinaire, et à l'intérieur du bastion, une salle de conférence de 200 places. Et alors, effectivement, quand on est arrivé au jury, eh ben, on avait des éléments que les autres concurrents n'avaient pas. Je dois dire que, je crois que c'est ça qui a fait tout le monde à dire, bah oui, on ne peut pas, effectivement, l'idée est très bonne. Donc, on a été retenu effectivement autour de cette idée-là. Et puis, en plus de la simplicité de l'architecture qui ne voulait pas du tout imiter la place Stanislas, mais qui était d'une discrétion derrière et qui prenait de la distance derrière les grilles. Voilà. Oui, qui se mettait plus... Vous étiez une des propositions qui restait avec une hauteur de projet assez... Oui, avec un mur plein décollé du sol, et qui, de la place Stanislas, effectivement, n'émergeait pas. N'émergeait pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que le musée des Beaux-Arts, il y a déjà les André qui ont... oui. C'est une longue histoire, non? Oui, alors déjà en 1936, Jacques-André et Michel André, mon père et mon oncle, avaient été retenus pour faire la première extension, parce qu'autrefois il y avait un théâtre qui a brûlé en 1906. Donc ça, c'était en plein art déco, hein, avec ce bel escalier qui est au fond, double révolution, et qui se prolongeait vers la droite, vers la rue Gustave-Simon, par un bâtiment qu'on a démoli, qui s'est arrêté à cette époque-là, parce qu'il y avait la crise de 1939, et il y avait tout d'un coup plus de crédit. Et à cet endroit-là, il devait y avoir un musée des arts décoratifs à Nancy. Hein, il faut voir qu'à l'époque, Art Nouveau, Art Déco, les arts décoratifs à Nancy, bon, je parle des Verriers, Gallet, d'eau, mais beaucoup d'autres. Hein. Il y avait de quoi faire un très beau musée qui n'existe toujours pas. Et alors, effectivement, l'agence ici avait été retenue pour faire cette première extension. Donc, on a rebondi. Après, Alors, je voudrais aussi signaler un autre chantier qui a été pour moi important, c'est l'expérience que j'ai faite avec Albert Longo pour la construction de l'hôpital de neurologie à Nancy. Oui. Vous savez, c'est le bâtiment sur lequel se posent les hélicoptères là-bas, dans l'hôpital central. Il y a une vraie pratique de coopération et d'équipe qui traverse toute ta carrière. Alors, oui, ça me paraît important, moi, d'avoir une confrontation avec d'autres architectes qui amènent leurs idées. Bon, on s'est toujours très bien entendu. Hein, quelquefois, leur idée a prédominé sur la mienne, qu'on a modifiée après. En particulier sur ce bâtiment-là. Bon, je sais qu'Albert Longo, sur certains aspects du bâtiment, c'est lui qui a fait des choses. Et puis moi sur d'autres, et on s'est très bien complété. Et l'ensemble... par exemple, lui était beaucoup plus rigoureux et classique. Moi, j'ai amené une certaine fantaisie dans les volumes, etc., sur les matériaux, sur l'organisation intérieure, etc. Donc, ça sont des choses enrichissantes aussi. Et je regarde, par exemple, Émile André, toute sa carrière, il travaillait avec Gaston Munier, avec Charbonnier. Presque tous ses projets, il les faisait à deux. Et ça, c'est aussi une pratique qui me paraît intéressante pour ne pas s'enfermer soi-même dans un espèce de truc qui se rétrécit. D'accord. Tu nous as bien parlé du musée des Beaux-Arts, les frères André, Jean-Luc André avec Laurent Baudouin. Ce qui m'intéresse aussi maintenant, c'est peut-être une question un peu plus philosophique. C'est finalement l'architecte qui intervient sur une œuvre déjà construite, qui doit prolonger une œuvre, transformer une œuvre, ou qui voit ses œuvres transformées par d'autres. C'est toujours un moment un peu spécial pour l'architecte. C'est aujourd'hui, voilà, cette question de l'œuvre et d'agir sur l'œuvre d'un autre ou quelqu'un agisse sur ton œuvre.
Alors, bon, effectivement, un des grands regrets d'un architecte, c'est de voir ses œuvres démolies. Oui. Bon, voilà. Alors, effectivement, moi, j'en ai plusieurs. On a parlé du bâtiment du CIC, d'accord. Euh, il y en a un autre qui était un bâtiment avec des panneaux courbes en aluminium que j'avais fait à Maxéville. Ouais. Et puis, personne ne vous prévient, on ne vous demande pas aucune autorisation. Tout d'un coup, on s'aperçoit, tiens, on l'a démoli. Bon, Ouais. bon. J'avais fait, par exemple, à l'Est républicain, au centre de Nancy, là, au rez-de-chaussée, ce qui s'appelait l'Est Voyage. Ouais. Tout l'aménagement intérieur du hall, qui était sur 2 niveaux, avec des éléments de charpente métallique qui avaient d'ailleurs été utilisés pour l'école d'architecture quand elle était à Villers. Le système Petrov. Du système Petrov. Okay. Ouais. Et alors, c'était une architecture art déco, et je ne voulais absolument pas toucher à l'architecture art déco. Alors, on a monté à l'intérieur une structure métallique qui ne touchait pas les murs, qui était complètement autonome, hein, avec les escaliers, on montait à l'étage. Donc, c'était bon, je ne décris pas la structure, mais c'est quelque chose de très transparent. Je me souviens, c'était tout rouge. Et puis, bon, tout d'un coup, un jour, je suis passé par là, tout avait été démonté. Moi, je n'avais pas eu le temps de faire des photos. Ça a duré. Bon, alors, je n'avais pas eu le réflexe de prendre des photos à temps. Bon, bon. Alors, voilà par exemple des exemples de bâtiments qui ont été transformés. Bon, j'en ai d'autres qui ne viennent pas à l'idée, mais bon, alors ça fait toujours un petit peu mal, quoi. Hein, voilà. Hein, bon. Et pour autant, dans ton travail c'est aussi transformer la ville, transformer... tu vois, je veux dire, finalement, dans ton action, ton travail d'architecte, c'est aussi faire évoluer des choses. Voilà. Bon, voilà. Alors, bon, il faut se dire qu'on est là, parmi d'autres, pour l'évolution de la ville, et puis que c'est une œuvre commune, bon, et puis que l'architecture, quand on regarde ce qu'on a démoli à Nancy, c'est considérable. Hein, bon, il y a beaucoup d'œuvres très importantes et partout. Et la ville, elle vit un peu de ça, elle se renouvelle sur elle-même. Hein. Bon, alors, bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'architecte. Ben voilà. Hein, bon, voilà. Je voulais revenir sur ce que tu as dit, une structure rouge. On a parlé des balcons de Velcher rouges. Il y a une, la question de la polychromie, elle est importante pour toi, enfin, ou c'est quelque chose que tu adores. Pour moi, effectivement, chaque fois que je fais une structure métallique, je la peins en rouge. Peut-être c'est une façon un peu provocante de dire, pour moi, le rouge, c'est le métal. C'est le métal, voilà. Alors, c'est comme ça. Bon, et puis, encore que les balcons de Velcher sont des panneaux en béton qui ont été laqués rouge. Laqués rouge, oui. Et ça, cette question de polychromie, il y a le rouge, peut-être qu'il y a d'autres couleurs, peut-être aussi que ça renvoie à une autre pratique que tu aurais. Est-ce que, je ne sais pas, il y a des architectes qui sculptent, il y a des architectes qui dessinent. Enfin, est-ce que ça renvoie à quelque chose d'autre dans ta vie? Alors effectivement, même encore actuellement, puisque je suis je ne dirais pas en retraite, mais en retrait, je dirais. Bon, puisque je viens encore, je fais encore un tout petit peu de conception ici, dans l'agence. Oui, moi, comme j'ai un peu de temps chez moi, sculpture pas vraiment, mais j'ai fait faire par des serruriers, par exemple, un certain nombre de sculptures métalliques, hein, des choses qui font 1, 2, 3 mètres de haut. Je fais des maquettes en carton, et puis je les fais réaliser en inox ou en tôle métal, et qui sont laqués carrosserie. J'en ai 4 ou 5 dans mon jardin, par exemple, et puis j'en distribue. Bon. Et puis en même temps, j'ai toujours une pratique du dessin. Alors c'est très temporaire. Par exemple, pendant le confinement, l'an dernier, au printemps, bon, c'était une espèce de discipline que je me donnais. Tous les matins, je dessinais 2 heures. Alors on va dire, qu'est-ce qu'on dessine? On est chez soi. Eh bien, par exemple, j'ai pris un livre d'art africain traditionnel, je tournais les pages, et il y a un masque africain. Je m'efforce en l'espace de 5 ou 10 minutes, avec un crayon très gras, sans remords, du premier coup, directement, d'essayer de saisir l'essence même de ce masque. Et puis, je tourne la page. Et je fais ça sur des cahiers,
de façon à ne pas pouvoir les effacer et les foutre à la poubelle. Donc voilà, et je garde toutes mes erreurs. Donc, voilà. Alors ça, c'est un exemple. Bon, il y en a d'autres où j'ai dessiné des rochers, où je m'amusais après, par des esquisses successives, à essayer de lui donner une forme géométrique et de retrouver des structures géométriques avec deux directions, droite, horizontale et à 45 degrés dans les deux sens. Et puis de faire un certain nombre de formes noires en évident. Et puis voilà, donc c'est le genre d'exercice. Un peu comme Viollet-le-Duc, je ne sais pas si tu as vu ça, il avait essayé de schématiser les Alpes. Avec un travail comme ça aussi. Voilà. D'accord. Et ça, tu as pu pratiquer, cette pratique, tu l'avais aussi quand tu étais chef d'entreprise dans une... Non, tu n'arrivais suffisamment à faire comme ça. Tu avais suffisamment à faire, oui. Alors, autre chose que dans mes occupations actuelles, c'est que j'ai fait quelques livres. Il y a quelques années, un éditeur local m'a demandé de faire un livre sur les maisons contemporaines en Lorraine. Alors, au début, j'étais un peu sidéré parce que les maisons contemporaines, je n'en connaissais pas beaucoup. Donc au début, ça m'a paru être un peu un défi. Et puis en commençant après, et en interrogeant des confrères, et puis on remonte comme ça, de fil en aiguille. Et j'ai trouvé un certain nombre de maisons intéressantes, quelquefois même qui n'étaient pas connues du tout, en passant dans la rue. Alors moi, je suis aussi, une de mes caractéristiques, je suis d'une curiosité absolument. J'aime bien, et j'adore d'avoir le contact avec les gens. Il m'est arrivé de sonner chez les gens, mais vous avez une maison intéressante, ah bon, monsieur, etc. Et on rentre et on a une conversation. Et on reste là 2 heures, et les gens vous montrent la maison, etc., et on discute. Et alors ça, c'est le genre de contact que j'adore. Alors pour faire un livre comme ça, c'est très utile. Et alors après ce premier livre sur l'architecture contemporaine, le même éditeur m'a demandé de faire cette fois-ci avec un co-auteur qui est François Le Tacon, qui connaît bien, alors, qui est le spécialiste d'Émile Gallé. On a fait un livre sur l'art déco à Nancy. Et puis récemment, parce qu'il est sorti l'an dernier, un livre sur l'art nouveau à Nancy. Ah oui. Voilà. C'est une vraie... Alors moi, je m'occupais du côté architecture, et François Le Tacon, art décoratif, le verre, la faïence. Et du coup, tu écrivais les... Ah oui, bien sûr. Oui. Donc il fallait faire les repérages, trouver dans des intérieurs, qui... On cherche à faire quelque chose qui n'était pas trop vu. Bon, bien sûr, les façades, tout le monde les connaît, bien sûr. Mais ce ne sont pas des livres d'universitaires, ce sont des livres grand public avec beaucoup d'images, et assez peu de texte. Mais enfin, voilà. Place Stanislas, c'est pas commun quand même, une agence sur cette place, comment dire, classée, enfin inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 1901, ce bureau, c'est le bureau de Émile André. Jamais l'idée de se mettre ailleurs. C'est le lieu pour concevoir l'architecture où, à un moment, ça t'a traversé l'esprit de bouger ou c'est... En réalité, oui, il y a eu une tentative, effectivement, quand, maintenant, exactement il y a 20 ans, Éric, donc mon fils aîné, s'est associé avec Francis Moulet. Et puis, ils recommençaient une nouvelle entreprise à eux deux, avec des personnes différentes, complètement, puisqu'ils ont complètement changé tout. Et puis, ils ont introduit complètement l'informatique dans l'agence, ce qui existait très très peu à l'époque. Alors, effectivement, ils ont hésité à trouver un autre local à l'extérieur. Ils en ont visité plusieurs. Et puis, finalement, ils se sont dit, mais avoir une adresse aussi prestigieuse que le 1 Place Stanislas, et puis la beauté des lieux, venir ici tous les jours, traverser la place en diagonale depuis le parking ici et d'être dans cet endroit-là. Et bon, c'est tellement exceptionnel qu'on s'est dit, même si les locaux paraissent peut-être encore qu'on arrive à s'adapter très bien. Voilà. S'il fallait tout refaire, est-ce que tu repartirais sur le même métier? Ah oui. Ouais. Ah bah oui. Sans hésitation. Oui, sans hésitation.